Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène Kickstarter assez dingue, non? Don't Starve, le jeu de société. Ah oui, complètement fou, plus de 2 millions d'euros en 72 heures à peine, lancé le 30 septembre là, 2025, c'est colossal. C'est ça, un vrai raz-de-marée. Alors, comme on l'a décortiqué dans notre article, on va essayer de comprendre pourquoi un tel succès et ce que ce jeu nous promet vraiment. Exactement, l'éditeur c'est Glass Cannon Unplugged, GCU. Ils sont déjà connus, hein, ils avaient fait Frostpunk avant. Oui, une adaptation réussie d'ailleurs. Ça aide, j'imagine, d'avoir cette réputation. Ça rassure, c'est sûr. Ils savent adapter des licences de jeux vidéo et ça, les joueurs le savent. Mais là, comme on le soulignait, c'est moins un seul truc qu'une combinaison de facteurs. Le marketing, par exemple. Ben oui, le marketing a été hyper bien pensé. Ils ont joué à fond sur l'urgence, le fameux FOMO, la peur de rater un truc. Avec le personnage de Wolfgang gratuit, Voilà. mais seulement pendant les 72 premières heures. Ça pousse les gens à se décider vite, quoi. Malin. Et ils avaient préparé le terrain bien avant, non? Avec la communauté. Tout à fait. C'est un autre point de notre analyse. Ils ont mobilisé les fans en amont en promettant une extension Constant Curiosities juste pour ceux qui suivaient la page avant le lancement. Donc au moment du lancement, ils avaient déjà une base de contributeurs potentiels super engagés. Exactement. Une audience captive, prête à cliquer. Et puis, les offres étaient claires. Ah oui, les paliers de soutien. C'était quoi déjà? Alors, t'avais la version de base à 79 $, avec des standees, les silhouettes en carton, quoi. Et une version deluxe à 120 $, là avec 32 figurines bien détaillées. Forcément, ça parle aux collectionneurs, ça. Les figurines, c'est toujours le nerf de la guerre sur Kickstarter. C'est joulé, mais ça peut aussi dire plus cher et plus long à produire. C'est clair. Mais ici, c'était clairement un argument fort pour la version de luxe. Une stratégie assumée, on pense. Hein. Et après, t'as eu la cascade de stretch goals. Ah oui, les objectifs additionnels débloqués. Ça maintient la hype, ça. Carrément. Nouveaux persos comme Walter, Maxwell, des améliorations du matériel et même des bonus pour le jeu vidéo original. Très fort pour garder les gens investis. Donc, en résumé, une licence ultra populaire, Don't Starve, avec une communauté énorme, Oui, un éditeur crédible, GCU, c'est ça. une collaboration affichée avec Clay, les créateurs originaux, Pour l'authenticité, c'est clé. et un marketing aux petits oignons, avec des retours positifs des influenceurs qui ont pu tester des protos. Voilà. Tout ça, mis ensemble, ça crée une alchimie qui explique ce démarrage fulgurant. D'accord. La campagne est un succès, c'est entendu. Mais le jeu lui-même, alors, qu'est-ce qu'on nous promet concrètement dans la boîte? On nous promet une aventure coopérative, de 1 à 4 joueurs, pour survivre dans l'univers de Don't Starve, de Constant. L'univers gothique un peu loufoque qu'on connaît. Le but, c'est juste survivre. En gros, oui, survivre. Mais ça s'annonce assez tendu, fidèle aux jeux vidéo. On retrouvera les mécaniques principales. L'exploration, le craft. Oui, tout ça. Exploration d'un monde qui change à chaque partie, un peu façon roguelike, le craft bien sûr, les combats, et surtout la gestion des fameuses jauges. Faim, santé et santé mentale. Si une tombe à zéro... L'attention permanente du jeu vidéo, quoi? Mais j'ai une différence majeure par rapport aux jeux vidéo, si j'ai bien compris ce qu'on écrivait. Ils n'ont pas juste fait un mode bac à sable. Exactement, c'est un choix de design intéressant, fait par les auteurs de Frostpunk d'ailleurs. Ils ont préféré une structure par scénario. Des scénarios, c'est-à-dire... Des parties avec des objectifs plus précis, peut-être plus courts, on parle de 60 à 90 minutes. L'idée, c'est d'avoir une forte rejouabilité, mais dans un format peut-être plus contenu qu'un bac à sable infini. Ça peut être une bonne chose pour un jeu de plateau. Et l'esthétique? Ah là, ils insistent sur la fidélité totale au style graphique si particulier du jeu, le côté Tim Burton, tout ça. Et bonne nouvelle pour nous, Une version française? oui, confirmé, une version intégrale en français, c'est important de le souligner. Bon. Alors, ça a l'air vraiment bien ficelé. Licence respectée, mécanique fidèle mais adaptée, beau matériel, VF. Le tableau semble parfait. Presque parfait. Parce qu'il y a un mais, un gros mais. Ah? Lequel? La date de livraison. C'est le point noir qu'on a soulevé dans notre article et qui fait un peu tiquer tout le monde. Elle est prévue pour quand? Mars 2027. Pardon? 2027? Mais ça fait quasiment 1 an et demi d'attente. Minimum. Voilà. Et on sait comment ça se passe sur Kickstarter, les retards sont fréquents. Donc 1 an et demi, c'est si tout va bien. C'est énorme comme délai. Ah oui, là, ça refroidit un peu l'enthousiasme. On paye maintenant pour un jeu dans 1 an et demi, voire plus. C'est le principal bémol, clairement.
D'un côté, tu as une campagne Kickstarter modèle, super bien menée, une promesse de jeu alléchante, fidèle, exigeante. Et de l'autre, cette attente interminable. C'est un sacré pari sur la patience des gens. Complètement. C'est un défi majeur pour le projet, au-delà de la production elle-même. Donc pour résumer, un lancement Kickstarter brillantissime, mais un horizon de livraison qui demande une foi quasi aveugle. Exactement. Ce qui nous amène peut-être à la question finale, non? La vraie survie dans ce projet, est-ce que ce ne sera pas celle de la patience des contributeurs? Ou alors on pourrait se demander, est-ce que la réussite d'une adaptation comme celle-ci, elle se mesure juste à sa fidélité et sa qualité intrinsèque, ou aussi à sa capacité à arriver chez les joueurs dans un délai qui reste raisonnable, quoi. Bonne question. Ça laisse à réfléchir sur ce qu'on attend vraiment d'un projet participatif comme celui-là.